L'Australie, une île-continent aux horizons immenses, grande comme 15 fois la France, taillée pour l'ampleur. Voilà près de 30 ans que je parcours les cuisines de France, les miennes et celles des autres. Aujourd'hui, l'envie d'aller ailleurs sonne comme une évidence, pour explorer d'autres manières de cuisiner, de manger et derrière tout cela, de nouvelles cultures. Il y a des pays qu'on garde en tête sans jamais oser y aller. Trop loin, trop vaste, trop insaisissable. Mais j'ai finalement sauté le pas pour voir ce que devient la cuisine quand elle fait face à l'immensité. Je m'aventure dans ce pays peuplé de créatures uniques au monde, où tout n'est que des mesures. Incroyable, c'est pas des œufs. Tout est plus grand en Australie. Ouais. Je suis vraiment impressionné par la taille de ces ormeaux, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, enfin pour nous c'est de la nourriture pour chat. L'Australie est si vaste et si diversifiée. Nous pouvons cultiver et produire n'importe quel ingrédient. C'est un véritable garde-manger. Des fermes de l'outback jusqu'aux canaux de lave aborigènes, des étals saisonniers de Melbourne à une île perdue au large de la Tasmanie, je pars pour un périple à la rencontre de celles et ceux qui font de l'Australie un garde-manger unique au monde. Vous avez tout, c'est le paradis. Après un très long voyage de plus de 24 heures, j'arrive enfin à Brisbane, la capitale du Queensland, l'un des 6 États du pays. Établie en 1824 comme simple camp pénitentiaire, la cité devient port, puis métropole. Entre côte et intérieur, Brisbane est aujourd'hui la 3e ville la plus peuplée d'Australie et m'offre une étape naturelle avant l'outback où je compte me rendre. Avant de prendre la piste de ces immenses régions inhabitées et arides de l'arrière-pays, je dois récupérer un équipement indispensable. Bonjour. L'Australie affiche un taux de cancer de la peau parmi les plus élevés au monde. La latitude subtropicale, un ciel souvent dégagé et l'été austral font exploser l'indice UV. Alors ici, la règle est simple. Pas de chapeau, pas de récréation. Le chapeau ici, ce n'est pas seulement une question de style. C'est vraiment pour vous protéger du soleil brûlant, surtout dans l'outback, comme vous allez probablement le découvrir. Voici le Cooper Pedy, un modèle présent en Australie depuis plus de 150 ans. Tout a commencé en Tasmanie et aujourd'hui, les chapeaux australiens à coups bras sont connus dans le monde entier. Ouais. C'est pas mal ça. Comment vous me trouvez? Je trouve que celui-ci est très bien. Ouais. Vous l'aimez bien? Je suis crédible? Oui. Ouais, ça me plaît, il est bien, il est chouette. Parfait. Vous voilà prêt à partir à la conquête de l'Australie. Absolument. Prends celui-là. Merci beaucoup. Madame. Merci. À plus tard. Je suis maintenant prête à quitter Brisbane et son rythme côtier pour faire cap vers l'intérieur du Queensland. Quand on s'éloigne du littoral, le paysage change radicalement et les distances prennent une autre échelle. C'est ici que bat le cœur agricole de l'Australie, avec ses fermes d'élevage aux tailles démesurées, qu'on appelle ici des stations. Elles s'étendent sur des milliers d'hectares. Pour rejoindre l'une d'elles, j'atterris à Longreach, petite ville relais au cœur du Queensland intérieur, un territoire de pionniers, porte d'entrée vers l'outback. Avant la piste, je fais halte dans un pub historique, le Wellshot, qui voit passer depuis des décennies pionniers, éleveurs et convoyeurs. Ça c'est le chapeau. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. Bien et vous? I'm Philippe. Philippe. From France, from Bordeaux. La France? Dans quel coin? Good red wine. On a le meilleur vin rouge du monde à Bordeaux. Le second meilleur. Comment ça le deuxième? Non, le premier. Le premier? Non.
Vous êtes la propriétaire? Ok. Oui, depuis 9 ans. Ok, 9 ans. Et depuis combien de temps il existe cet endroit? 1890. Il a été construit en 1890. C'était le premier hôtel à s'implanter ici. Et c'est le dernier encore ouvert. D'accord. Ok. Et vous pouvez m'expliquer tous ces chapeaux? À l'époque, les gens venaient à l'hôtel le vendredi et ouvraient une ardoise pour consommer. Le dimanche soir, ils avaient évidemment bu tout leur argent. Ils laissaient alors ce qu'ils possédaient de plus précieux, leur chapeau, indispensable quand il fait 45 degrés. Ils le laissaient alors en caution jusqu'à leur retour la semaine suivante. Avoir un chapeau ici, c'est vital. Puis ils recommençaient. Ces chapeaux servaient donc parfois de règlement pour leur ardoise. Vous pouviez payer votre bière avec votre chapeau. Non. Non, il est tout neuf. Et le plus vieux? 52 ans. Oui, celui-ci, c'est ça. 52 ans. Comment vous définiriez la cuisine australienne? Dans la Outback, c'est de la nourriture simple et en grande quantité. Il faut que les gens sortent de table et disent « Oh, c'était un copieux repas ». Ils ne disent pas que c'était un bon repas. Ils disent d'abord « copieux ». Les gens travaillent beaucoup ici, on est dans une communauté rurale, donc ils ont besoin de bien se nourrir, c'est ça? Principalement des aliments frits, oui, et encore des aliments frits. Plus il y en a, mieux c'est. Ok. Tout ici porte la marque de l'effort et la fierté du travail. Ça me parle. Demain, à l'aube, je rejoindrai ceux qui font battre le cœur de l'Outback. Dans l'arrière-pays australien, mieux vaut ne pas tomber en panne sèche. Le réservoir d'essence rempli à ras-bord, je m'engage dans l'Outback. Des heures de piste, sans voir personne. Juste la poussière, la route et ce ciel immense. Ça fait 2 heures que je roule là. Le paysage est assez monotone, c'est très plat, très sec. C'est des étendues immenses, à perte de vue. Ça n'en finit pas. Le Queensland, c'est le territoire des grands troupeaux. Ici, la terre est sèche. La pluie ne tombe que 5 mois par an. Cette région figure pourtant parmi les plus grands territoires d'élevage au monde, avec comme ultime richesse un espace quasi infini. Deon et Lane Stan Smith sont un jeune couple de fermiers. Il y a quelques années, ils ont repris cette ferme éprouvée par des sécheresses à répétition et l'ont transformée à leur façon. À Shadow Vale, les moutons remplacent progressivement les bœufs afin de mieux adapter leur élevage aux réalités climatiques. Waouh! Quel voyage! Ouais, bienvenue à Shadow Vale. Je parle un petit peu ta langue. Ouais, ça se mérite pour venir ici parce que le chemin était vraiment très long. Hein. Bonjour. Bonjour, ça va? Il a parcouru un long chemin pour venir. C'est incroyable, le paysage est fou quoi. Les routes sont hyper droites, il y a des gros camions, je pensais jamais arriver. Vraiment. Ça fait longtemps que vous habitez là? Depuis 2013. J'ai vécu seul ici pendant 6 ans, jusqu'en 2007, et puis... Je suis arrivée en 2012 ou 2013, il me semble. Donc moi, j'étais déjà là, et nous sommes donc ensemble sur cette propriété depuis 18 ans. C'est pas trop dur de vivre dans cet isolement? Ouais, tu sais, il y a les deux faces d'une même pièce. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients, comme dans la vie. Nous avons par exemple un air pur et frais. Nous n'avons pas de problème de crime, par exemple. Nous n'avons pas à nous occuper de toutes ces bêtises. Mais c'est vrai que quand tu vas amener tes enfants à l'école, par exemple, c'est pas comme chez toi. Ouais, c'est très différent quand même que chez nous. Ouais. On ne vit pas non plus vraiment au milieu de nulle part. À peine le temps de faire connaissance qu'un hélicoptère vient se poser dans un nuage de poussière. Face à l'immensité, il n'est pas un caprice, mais un outil de travail. Deon vient de vendre une partie de son bétail. Alors ce soir, on doit repérer les bêtes pour préparer le mustering de demain. Pas tous les jours. Le mustering, c'est rassembler des animaux éparpillés
sur des milliers d'hectares pour les conduire vers les enclos avant le transport. Demain, nous ferons le mustering depuis cette clôture là-bas à l'est jusqu'à la clôture qui est tout là-bas. Cela va nous prendre une bonne partie de la journée. Sous mes pieds, la station se déploie. Léon, tu fais ça souvent? Oh oui, une bonne vingtaine de fois par an minimum. Tu connais l'endroit par cœur à force. Ah oui, c'est quand même un endroit incroyable. C'est extraordinaire. Le repérage est terminé. Demain, c'est dans la poussière que tout se jouera. Au petit jour, Deon commence d'abord par jeter un œil à ses troupeaux. Tout paraît immense ici. Quelle est la taille de ta propriété? Elle fait 15 000 hectares, mais nous n'en utilisons que 12 500. Cette grande clôture-là empêche les chiens sauvages de venir tuer notre bétail. Quelle sorte d'animaux tu as sur la propriété? Nous élevons principalement des moutons et aussi quelques vaches. Nous avons entre 4 000 et 5 000 moutons. Et actuellement, nous avons environ 350 bovins. J'ai l'impression que tout ce qui concerne la viande, les bœufs, les moutons, ça vient d'ici, ça nourrit un petit peu tout le pays. Oui, près de 90% de la population australienne vit en zone métropolitaine. Je pense que l'Australie est le 3e ou 4e pays au monde en matière de concentration de population. C'est ridicule par rapport à la superficie du pays. Très peu de gens ont l'occasion de sortir et de découvrir le pays tel qu'il est réellement. Est-ce qu'on peut considérer ici qu'on est dans l'outback? Ah, ça dépend, parce que nous, on vit ici. Et pour nous, c'est presque la banlieue éloignée de Brisbane. Mais pour quelqu'un de la ville, c'est l'outback, c'est sûr, car notre voisin le plus proche se trouve à plus de 20 km. Alors toi, tu penses qu'on est aux portes de la ville alors qu'on est à 13 heures de Brisbane? Mais pour moi, c'est le bout du monde. C'est incroyable. Mais comment tu fais pour alimenter en eau chaque point? Parce que tout paraît sec, on dirait qu'il n'y a pas d'eau ici. Ouais, ne t'inquiète pas pour ça, il fait peut-être sec ici. Mais nous sommes au-dessus de la plus grande réserve d'eau souterraine au monde. Nous ne serons jamais à court d'eau. Nous pourrions manquer de pluie, mais nous ne manquerons jamais d'eau. Ah ouais, ça, on ne dirait pas. Ah, attends, je vais te montrer. Tiens, regarde Phil. Voici notre puits artésien, la source de vie de cet endroit. Ce forage descend à plus de 180 mètres de profondeur pour atteindre l'eau. Il en sort 24 litres par seconde, avec une forte pression naturelle, à une température de 31 degrés. Cela permet donc d'abreuver tous les animaux de la propriété, plus la maison et notre famille. Alors ça paraît paradoxal qu'il y ait autant d'eau dans le sous-sol et que tout paraisse aussi sec autour de nous. Si l'on en croit la science, cela fait au moins 2 millions d'années que cette eau n'a pas vu la lumière du soleil. Elle est naturellement filtrée, elle est donc très pure. Cette eau est d'une pureté si exceptionnelle que je pourrais la mettre en bouteille, y mettre mon logo et la livrer dans des restaurants chics comme le tien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais content de vendre cette eau dans mes restaurants, ce serait assez original. Ah, tu serais mon premier client, mon pote. Bon, allez, assez parlé. Va ouvrir le robinet, d'accord? Ah ouais? Ouais, vas-y, ouvre-le. Ah. C'est dangereux? Non, non, vas-y, ouvre-le. Celui du haut. Ah, elle est chaude, hein? Ce serait pas mieux si c'était du pétrole? Ah, non, l'eau est la chose la plus importante au monde. Tu ne crois pas? C'est l'élément vital de tout. Et tu ne peux pas forer un puits pour trouver du pétrole si tu n'as pas un verre d'eau à la main, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, évidemment, évidemment. Allez, bonne réponse. Tout s'enchaîne à Shiden Vale. L'hélicoptère est prêt à décoller.
Le mustering peut débuter. 300 moutons sont à rassembler. Voici donc le paddock, celui de Goom Creek, où nous allons rassembler le bétail cet après-midi. John va venir survoler cette zone pour regrouper le troupeau en premier. On se retrouvera quelque part par ici, puis lentement nous accompagnerons les animaux avec les véhicules jusqu'aux enclos. Troupeau repéré. Vas-y, tu peux les rabattre vers nous. Ça avec des chiens. Eux, ils font ça avec l'hélicoptère, la moto, le buggy. Eh, tu sais quoi mon cœur? Tu vas avoir un nouvel agneau de compagnie. Va falloir aller récupérer ce petit là. C'est du bon travail, hein? C'est intense quand même, hein? Enfin, surtout pour ces bêtes-là. Oui, on va maintenant les laisser tranquilles. Et puis demain matin, nous les chargerons dans le camion. Bon, je pense que nous avons bien mérité de prendre un petit café ou mieux encore une bonne bière fraîche. Le mustering est terminé. Il est temps de rincer la poussière et d'avaler un plat réconfortant. Je me couche, le corps encore chargé d'adrénaline. À l'aube, un camion vient charger les bêtes. Ça te fait quelque chose de voir partir tes bêtes? Non, pas vraiment. Pour moi, c'est juste une nouvelle journée au bureau. Non, tu t'attaches pas? Le travail a été bien fait, c'est tout ce qui compte. Ok, d'accord, ouais. Et ils vont faire comme ça des centaines et des centaines de kilomètres. Lim, j'ai l'impression que le mustering, c'est une histoire de famille. Oui, c'est important. Ils doivent bien apprendre un jour. Non, non, mais qu'est-ce que tu racontes? D'abord, ils doivent trouver un vrai travail. Ah ouais. Le travail est terminé. Il est l'heure de prendre un petit déjeuner bien mérité. T'as commencé à cuisiner à quel âge? Ça vient de ta famille? Ouais, mon père est chef. Et j'ai commencé, j'avais 7 ans. J'ai commencé très tôt, très tôt. Après j'ai fait l'école hôtelière, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé à travailler après l'école, j'avais 18 ans. J'ai maintenant 59 ans, ça fait 41 ans que je fais ce métier. Ouais, tu vas voir, les œufs ici sont délicieux, vraiment excellents. Ah, on voit bien que c'est français, hein, c'est plein de beurre. Ouais, c'est le secret, c'est le beurre. Le secret, c'est le beurre. Comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux? Au pub. De pub? Ouais, au pub. Pas ici. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de pub ici, hein? Tu étais issu de ce milieu-là? Deon a grandi dans le nord Ouais. et je viens du sud. Oui, elle a vécu aussi dans de grandes villes comme Sydney, par exemple. J'adore ça. Ouais, c'est une chance de trouver une femme qui apprécie ce rythme de vie, enfin cette vie-là, parce que c'est quand même très particulier. Je ne pourrais pas vivre en ville. Ah, ok. Non, j'aime bien le grand air, oui. Ah, ça va.
Je dirais que pour vivre ici, il faut être très débrouillard. Il faut savoir tout faire. Tu ne peux pas avoir une seule compétence, il faut en posséder plusieurs. Dans la brousse, tu es né et tu es élevé dans la résilience. Tu ne te laisses pas facilement abattre. Je pense que c'est parce qu'on traverse tellement de hauts et de bas. Il faut toujours qu'on regarde vers l'avenir. Le troupeau parti, Deon s'accorde une pause, l'occasion pour lui de me faire découvrir les saveurs de l'Outback, avec une viande de son troupeau. Bon, ça, c'est un plat traditionnel de la campagne australienne. Oui, je te prépare un rôti d'agneau, il va cuire à l'étouffée pendant plusieurs heures. Je vais le cuire à environ 200 degrés pendant 45 minutes, quelque chose comme ça. Puis après à feu très doux, jusqu'à ce que la viande se détache facilement de l'os. Donc au moins jusqu'à 6 heures ce soir. Un peu à l'étouffée comme ça, un peu presque braisé, avec un petit jus, d'accord. En échange, je lui propose mon emblématique île flottante que j'aime faire partager à chaque voyage. Allez, 2 heures. Encore 2 heures et ce sera bon. Allô, ça va? Oui, et toi? Écoute, ça se passe super bien. On est dans un endroit vraiment incroyable. Perdu au bout du monde. Enfin, c'est un truc de dingue. Toi qui aimes les espaces et toute la nature, il y a vraiment tout là. L'isolement, il est total. Ah, super. Et comment ça se passe au travail? Ça va? Tu gères? Ben écoute, ça se passe plutôt pas mal avec tous les aléas habituels. Hein. Ah, c'est bien. Oui. Bon, écoute, je te laisse, ma chérie. Et puis dès que je peux, dès que j'ai de la connexion, je te rappelle, ok? Fais attention à toi. Ouais, ça marche, t'inquiète. Allez, bisous, ma chérie. Allez. Ciao, ciao, ciao. Ah, le spot est parfait. Oh, c'est un vrai privilège d'être là. C'est fantastique. Non, merci à toi d'être venu. Merci pour tout, c'est un plaisir. Je suis très honoré, très honoré. L'agneau, les flottantes, les légumes, tout est là. Tiens, regarde, l'épaule d'agneau. Celle que tu as désossée aujourd'hui. Bon, c'est excellent. C'est parfait. La cuisson a été très, très lente. Oui, la cuisson, c'est toujours bien la cuisson lente comme ça, surtout sur cette partie-là, c'est top. Top, top, top. Vraiment très bon. Ouais, finalement, c'est basique, hein. C'est très basique. Mais bien sûr. Non, il faut rester simple. Il n'y a pas d'étoiles ici, mon gars. Hein. Les seules étoiles que nous avons, elles sont au-dessus de ta tête, là-haut dans le ciel. Pas sur ta chemise. Ce dîner met l'Outback dans l'assiette. Un agneau élevé ici, une cuisson lente et patiente, un plat franc, né du travail, dégusté sous les étoiles, les pieds dans la poussière de l'Outback. Je me souviendrai longtemps de sa saveur. Tu veux goûter? Tiens, demande à Phil comment ça s'appelle ça en français. Île flottante. Floating Island. Île flottante. Oui, île flottante. Quelle vie vous aimeriez pour vos enfants? Oh, c'est une question sacrément profonde, ça. Pourquoi? Bon, je pense qu'ils ont d'abord besoin d'être connectés à la Terre. Déjà pour savoir d'où proviennent les aliments qu'ils mangent. Mais à notre époque, il est très difficile de vivre uniquement de la Terre. Ils devront donc posséder d'autres compétences. Tant qu'ils ont un large éventail d'expériences, en ville, en campagne, en brousse, oui, ils pourront aller là où ils veulent et tout ira bien. Je dis à mon fils tout souvent, fais ce que tu veux dans ta vie, mais fais-le bien. Moi, je dirais autre chose, Phil. Je dirais, ne fais pas ce que tu aimes, ne fais pas ce que tu adores faire. Fais ce que tu sais faire. Ensuite, après avoir réalisé ce pourquoi tu es bon, alors fais ce que tu aimes et fais ce qu'il te plaît. Punaise, je parle comme un Français. Hey. Tu deviens un peu français. Après 4 heures de route, 2 avions et plus de 3000 km parcourus, j'arrive à Melbourne, la capitale du Victoria. De l'Outback au bitume, le contraste est radical.
T'imagines jouer Let There Be Rock ici. C'est là. Après un passage obligé par AC/DC Lane, clin d'œil à mon groupe fétiche et à l'énergie brute de la ville. Allez, ça suffit. Je rejoins un des lieux iconiques de la cité, le Victoria Market. Un marché où l'on retrouve toute la diversité des produits australiens. Plus de 600 étals, des parfums d'épices, de fruits bien mûrs, de viande grillée. Le marché déborde de couleurs et de produits. Pour m'y guider, j'ai choisi le chef Matt Stone. Ce chef australien ne joue que sur la carte du local. Il cuisine ce que le pays et les saisons donnent. Il connaît les richesses de chaque terroir et ceux qui les font. Nous voilà au Queen Victoria Market, créé il y a 115 ans. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais que c'est le plus ancien marché d'Australie. Ah ouais, mais ça on sent qu'il y a du vécu. Voilà, il y a une histoire. C'est mon marché préféré. Regarde ça, c'est typiquement australien. De la viande de kangourou, de crocodile. Le kangourou, c'est vraiment intéressant. C'est une source alimentaire très durable en Australie. C'est un animal vraiment mignon, évidemment. C'est même notre emblème national. C'est aussi l'enseigne de mon restaurant. Les kangourous sauvages sont une partie importante de notre environnement. Mais c'est la source de protéines la plus durable que nous pouvons consommer ici. C'est vachement tendre, hein. La texture est très sympa. Oh, la texture, ouais, c'est super tendre. En Australie, le pays est si vaste et si diversifié que nous pouvons cultiver n'importe quel produit. Nous avons aussi une gamme d'ingrédients que personne d'autre au monde ne possède. Des truffes et des mangues, dans la même exploitation agricole par exemple. Où ailleurs dans le monde voit-on cela? C'est avancé. Vraiment, nous avons des fruits tropicaux et des truffes, même en hiver. Nous avons une cuisine très locale. En fait, on a tout. C'est un peu perturbant quand même. C'est perturbant parce que tu veux ça en France, hein? Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est pas des œufs. C'est un œuf d'autruche. Il est gros celui-là. Mais c'est pas possible. Si, la coquille est aussi dure que des os. Nous pourrions préparer une pavlova avec le blanc, puis comme une béarnaise avec le jaune ou quelque chose comme ça. Tout est plus grand en Australie. Les poules sont grandes comme ça. Ouais, aussi, ouais, j'imagine. Ça, c'est un œuf d'émeu. C'est dur. Tu ne peux pas le casser. Tu dois le scier. C'est très épais. Je peux le mettre sur mon bureau. Incroyable. Amazing. Tiens, voilà des ormeaux. Je vais t'amener plonger pour en trouver. Il y a des ormeaux en France, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas la même couleur. La quantité d'ormeaux que nous pouvons pêcher est limitée, mais avec mes copains, nous en pêcherons assez pour faire un bon repas. Par contre, je te préviens, l'eau sera froide. Melbourne est surnommée la capitale gastronomique du pays. Une réputation forgée par une densité de restaurants, de bars et de marchés la plus élevée d'Australie. Le mélange de cultures se goûte à chaque coin de rue. Avec Matt Stone, je vais en parcourir l'essentiel en 12 heures, du petit déjeuner au dîner. Première halte, la boulangerie Lune. Bon, voilà l'un des meilleurs croissants au monde, ici, en Australie. Aux commandes, Kate Reid, une ancienne ingénieure devenue pâtissière. Elle applique au feuilletage une précision aérodynamique. Bienvenue. Merci. Et c'est tout le français que je connais, à l'exception de croissants, pain au chocolat, kouign-amann. Goûter un symbole français à l'autre bout du monde, je suis un peu dubitatif. Ouais, mais bon. C'est léger. Ouais, c'est bien parce qu'on est un peu entre les deux. Maintenant, même en France, ils font des croissants extrêmement légers. Très légers, trop légers. Le croissant, normalement, c'est assez dense. On doit sentir le beurre, mais on le voit là. Il est un peu gras. Tu vois, quand tu as un peu de gras sur le doigt, c'est que c'est fait avec du bon beurre, tu vois. Ce sont des croissants faits par une ingénieure. Mais il est bon. C'est bon. Très bon. Franchement, je suis impressionné de goûter des produits, des préparations aussi iconiques que ça à l'autre bout du monde. Et de cette qualité-là. Franchement, c'est super. Bravo. Bravo. Tu es une boulangère ingénieure, mais ingénieuse quand même. Je suis ingénieure de la pâtisserie. Et très rapide. Et très rapide, très aérodynamique. Tu produis combien de croissants par jour? Chaque semaine, à Melbourne, nous vendons environ 38 000 croissants. Bon.
C'est bien? C'est très bien. Merci bien. Mais bravo. Bravo. Melbourne connaît une autre spécificité. Plus d'un habitant sur 3 est né à l'étranger. La ville parle grec, italien, vietnamien, chinois, libanais. Matt m'ouvre ce panorama en m'emmenant chez Tan Ly. Son banh mi, un pain toasté au feu de bois, pickles maison, avec des herbes fraîches, raconte un Vietnam de Melbourne, net et précis, parfaitement exécuté. On vient déjà de manger une quinzaine de croissants et maintenant, ça. À Melbourne, nous avons beaucoup de cultures différentes qui considèrent l'Australie comme leur patrie. Nous avons donc l'avantage de bénéficier de dizaines de milliers d'années d'histoire. Et ensuite, nous avons eu les migrations avec tous ces aliments différents qui sont venus s'additionner. De la cuisine européenne, française, italienne, espagnole, mais aussi vietnamienne, japonaise, coréenne, chinoise, toujours très bien réalisée. Nous avons donc toutes ces techniques et cultures importées, mais ce sont nos ingrédients qui les font briller. Je pense que c'est quelque chose de simple mais bien fait. Oui, c'est très simple, mais c'est très beau. Voilà. Vous n'utilisez pas ce morceau? C'est un beau morceau, un morceau de chef. Dernière halte du jour, Smith & Daughter, la table 100% végétale de Shannon Martinez. Pourquoi tu as choisi ce restaurant? C'est du rock'n'roll, mec. Shannon est vraiment la plus cool. Elle n'est pas végane, mais elle cuisine des plats véganes incroyables. Elle n'est pas végane? Non, pas du tout. Ici, on oublie l'étiquette végane. Seule la gourmandise compte. Matt tient à bousculer tous mes repères. Bon, ce soir, pas de bœuf et pas d'agneau. Pas de bœuf, pas d'agneau. Ok, que des légumes. Ça va. Ici, ce ne sont que des légumes. Ah, c'est parfait. Ouais, ça me va, c'est parfait. Allez, on te fait confiance. We trust you. Je vais te laisser goûter en premier parce que c'est un moment spécial. C'est ton premier cassoulet vegan? Évidemment. Si on m'avait dit un jour que j'allais manger un cassoulet végétal en Australie, je n'aurais pas cru. C'est cool. Je crois que c'est la première fois que je mange vraiment un repas comme ça, tout vegan. Ça m'est jamais arrivé avant. C'est une chef très intelligente. Cette journée à Melbourne me restera longtemps en bouche. Matt m'embarque maintenant là où terre et mer se répondent. Direction Flinders Island. Son adresse préférée, la plus secrète. Bon voyage. Par le hublot, Flinders Island se détache dans le détroit de Bass, entre la Tasmanie et l'île continent. À peine 1 millier d'habitants vivent sur ce caillou posé sur le Pacifique. Des collines granitiques, des pâturages qui glissent jusqu'aux plages tropicales. Depuis le ciel, je sens déjà toute la richesse de Flinders. Sur le tarmac, les Yules m'attendent. Une famille pas comme les autres qui vit au tempo des pâturages et de la marée. Éleveurs à la ferme Queen, ils disposent de leur propre piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, quoi. C'est un chemin de forêt. C'est trop petit pour moi. Hein. Comment allez-vous? Waouh, quel voyage! C'est vrai. Champagne, ça c'est de l'accueil. Ah, la classe, hein. Ah ouais. Cheers, Matt. Cheers, monsieur. À peine arrivé, je me prends la réalité tasmanienne en pleine face. Des paysages sublimes, balayés par les vents du Grand Sud. Mais l'île se mérite.
C'est bon, c'est bon. Bien joué. Parfait. Perfect. Comme tous les jours, Tom règle sa matinée sur sa priorité, prendre soin de son bétail. L'élevage est ici raisonné et durable. Au programme du jour, la surveillance du troupeau et le déplacement de 700 vaches et veaux entre différentes zones de pâture. Nous allons devoir essayer de rattraper le veau qui a franchi la clôture là-bas et le ramener auprès de sa mère. Je crois que la mère est un peu contrariée parce qu'elle n'est plus avec son veau. Je sais pas trop ce que Tom lui a fait l'autre jour, mais bon. Déplacer le bétail d'un pâturage à un autre, c'est probablement le travail le plus facile et le plus gratifiant aussi. Combien tu as de vaches sur l'exploitation? Aujourd'hui, nous avons environ 1200 vaches qui sont gestantes actuellement et qui sont en train de voler. Et encore 1000 à peine sevrées. Nous vendons les bovillons lorsqu'ils ont environ 18 mois. Ils sont ensuite engraissés dans un autre élevage avant de partir pour l'abattoir. Elles sont quand même autonomes, elles ont de l'espace, elles ont à manger, elles ont à boire, elles sont tranquilles. Ouais, le bétail est complètement autonome. Les vaches ont de l'eau et de l'herbe fraîche à volonté. Et surtout la sérénité, regarde, c'est un endroit magnifique. C'est pour ça que sur l'île de Flinders, le bétail a tellement meilleur goût. Ils sont naturellement imprégnés du sel de l'océan, donc en gros, ils sont déjà assaisonnés. On sent la différence vraiment? Ah oui, complètement. Exactement. Ça apporte simplement un autre niveau de minéralité et de saveur. Ça modifie aussi légèrement la texture de la viande pour obtenir un beau steak ferme et dodu. C'est vraiment un produit d'exception. Ok. J'ai hâte de la goûter. Où as-tu acheté ce chapeau? En Australie? Oh, c'est un Avalon, le même que le mien. Parfait, j'ai fait le bon choix. Incroyable. C'est d'une beauté. Tu sais, Tom, la série documentaire s'appelle Un chef au bout du monde. Et là, je crois que je ne pouvais pas espérer mieux. Ah oui, c'est tout à fait pertinent ici aujourd'hui. Nous sommes littéralement au bout du monde. Je suis au sommet du monde. Ouais, mais c'est pas une journée pour les chapeaux. Bon, en fait, tu as tout ici. Tu as la vue, tu as de quoi te nourrir, il y a des animaux, il y a de la végétation, il y a des fruits de mer. C'est un véritable garde-manger. Exactement. Nous sommes une exploitation agricole très durable. Je me souviens lorsque nous sommes arrivés sur l'île. Le paysage était assez aride, il était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons eu de nombreux défis à relever quand nous nous sommes installés. Mais Joe et moi aimons les défis et nous aimons prouver aux gens qu'ils ont tort. Beaucoup pensaient que nous ne pourrions pas transformer cet endroit en ferme. Nous avons commencé avec une centaine de vaches et maintenant nous en avons beaucoup plus et c'est vrai que c'est très gratifiant de voir ce que nous avons accompli avec ce lieu, comment nous l'avons amélioré. On le laissera dans un meilleur état que lorsque nous l'avons trouvé. Et avec Joe, nous aimons beaucoup cette idée. Et tu aimerais que tes enfants reprennent? Ouais, nous aimerions qu'ils le fassent, mais nous les laisserons aussi partir et découvrir le monde comme j'ai eu la chance de le faire quand j'étais plus jeune. Mais moi, en tout cas, je suis pas prêt de partir. Écoute, nous verrons bien. L'avenir le dira. Ouais, c'est bien. Good, c'est bien. Ouais, bien. Bon, les gars, vous pouvez continuer à m'aider si vous voulez. Une première journée fabuleuse, les pieds dans la boue, sous les vents du Grand Sud. Une soirée chaleureuse en famille. Je suis déjà conquis par cette terre du bout du monde et ses habitants. Après un bon bain glacé, je retrouve les enfants qui, comme partout dans le monde, se préparent pour partir à l'école en ce lundi matin.
tout le monde les accompagne au bus. C'est un chouette moment. La conductrice du bus apporte toujours des surprises. De la glace l'été, des sucettes et même ses wombats. Ah bah ça va, ouais, c'est cool. Ils adorent le bus. Punaise. Un bus scolaire vient chaque jour chercher les petits écoliers de Flinders. Et à son bord, même la nature pointe le bout de son nez. Oh, Des petits wombats. Voici Peggy. oh non, 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 non. Oh non, Celui-là, non. c'est Robbie. C'est un garçon. Vous avez une petite fille. Elle a une petite poche. C'est la première fois que j'en vois. C'est le cas pour beaucoup de gens, en fait. Hop, 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 hop. Il veut rentrer dans mon pull. Quel âge ils ont? 12 mois. Un peu jeune pour partir déjà. Mais j'ai un grand terrain et ma maison est loin de la route. Donc il ne risque pas de se faire écraser. C'est bien pour les enfants d'avoir ces petits animaux avec eux. Allez, je viens à l'école avec vous, d'accord? Passez une bonne journée. Oui, merci. Oui, merci, bye. Au revoir. C'est super. Oui, ils sont si heureux. L'impression que j'ai, tout le monde s'apprécie, tout le monde se respecte. C'est comme ça que fonctionne notre communauté. Nous nous soutenons vraiment les uns les autres. Les gens pensent que nous passons à côté de beaucoup de choses, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une vie très bien remplie et très équilibrée. Vous avez tout. C'est le paradis. Merci. Merci de le dire. C'est aussi ce que nous pensons. Cela signifie beaucoup pour nous. Et après avoir déposé les enfants, Jo aime aller se balader sur sa plage préférée. La ferme est juste derrière cette colline. Ok. J'adore venir me promener sur cette plage à la recherche de plantes. Je le fais tous les jours. Je viens ici depuis que je suis toute petite. Nous avons eu une enfance extraordinaire. C'était tout simplement magique. Ah. La ferme appartient à ma famille depuis plus d'un siècle. Mon arrière-grand-père est arrivé ici dans les années 1930. Il avait des chevaux de course. Nous sommes donc profondément attachés à la ferme et à la terre. On appelle cette plante une tête de cochon. Ça se cuisine? Oui, c'est excellent dans les sautés. Mais j'aime bien l'ajouter à un dirty martini ou à un gin tonic. Ouais, donc c'est une plante pour l'apéritif, quoi. Ici, nous avons du saltbush. La meilleure façon de le manger, c'est de le faire frire et de le déguster comme une petite chips de chou frisé. Et puis l'autre façon, c'est de l'ajouter à votre gin tonic. C'est vraiment excellent. On y revient toujours au gin tonic. J'ai l'impression que c'est la boisson nationale, ça. Sur Flinders, la richesse vient autant des pâturages que de la mer. Les courants du sud brassent des eaux froides et riches. Coquillages, crustacés et poissons ne sont jamais loin de la côte. Parmi eux, l'ormeau, un mollusque à la chair ferme et très prisé que l'on prélève à la main, en apnée, à quelques mètres du rivage, quand la houle le permet. Voici l'île aux gros chiens. J'ai toujours voulu explorer cette région. Et avec un peu de chance, nous aurons peut-être l'occasion de pêcher des ormeaux. Nous pourrions aussi voir d'autres poissons, ceux à tête plate, des raies, peut-être même aussi des requins. Et en espérant qu'ils soient petits, hein, pas les grands. Des petits requins, non, ok. Et elle a à quelle température l'eau, là? Je pense qu'elle a environ 12-13 degrés. 12 degrés, ça va, c'est ok. Oui, c'est vraiment une très bonne expérience de faire de la plongée en plein hiver, en août en Australie. Bon, il se peut qu'il y ait un petit léger rétrécissement intime, mais on va passer une bonne journée. C'est quoi, Shunki? Ton kiki qui va arrêter. Ah! Oh non! Non, 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 non. L'île est généreuse, mais elle fixe ses conditions. Lire la marée, encaisser l'eau froide de l'hiver austral et garder un œil sur les requins. Bon, il faut l'admettre, nous sommes avec Matt, meilleur pour cuisiner que pour pêcher.
Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment technique, hein. Comme plonger. Pas trop l'habitude. Ça va, Matt? Ça va? Ok. Ah putain. Bon, la cagoule, c'est dur à enlever. Putain, j'en ai chié là. Je me suis fait attaquer par un requin là, putain. J'ai mis une droite là. C'est barré. C'est une vraie boucherie. C'est une vraie poissonnerie plutôt. Heureusement, Tom s'en sort mieux que nous. Ça va, pas trop froid? C'est très particulier. Autant la plongée en bouteille, j'ai pas de problème. Mais là, franchement, et c'est pas la température de l'eau qui m'a gêné, au contraire, j'ai pas eu froid. Mais c'est vraiment la respiration et puis le poids. C'est pas facile. Non, oh, enfin, quand même, on se l'écaille un peu. Hein. Wow. Ah ouais! Ah ouais, il a pas rigolé le mec là. La vache! 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, putain, bravo, hein. Tu t'es coupé? Non, c'est le requin. Le chat comme Je suis vraiment impressionné par la taille de ces ormeaux. Je crois qu'en France, on n'a pas d'aussi grosses pièces, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ben, c'est grâce à la qualité de l'eau dans laquelle ils vivent. Il y a beaucoup de nourriture qui circule ici. C'est pas exceptionnel pour toi. Ouais. Ah, tu sais, pour nous, c'est un peu de la nourriture pour chat. Hein. Ah, je plaisante. C'est un mets très délicat. C'est un autre ingrédient unique de l'île. La seule fois où je mange de l'ormeau, c'est ici, à l'île Flinders. Et ça coûte cher à la revente? En ce moment, c'est 250 $ australiens le kilo. Eh punaise, c'est presque 100 € pièce. Wow. Une grande partie de cette production est exportée vers l'Asie, mais aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Je vais le cuisiner pour toi. C'est le maître des ormeaux. C'est lui qui va nous apprendre comment le cuisiner. Je suis vraiment curieux de voir ça. Ah, ok, super. C'est mon dernier soir sur l'île. Joe et Tom ont convié quelques amis. Avec Matt, on rassemble ce que la terre et la mer nous ont offert pour le partager avec nos invités. Regarde ces incroyables produits locaux que nous avons. On a cueilli de l'ail sauvage qu'on a mélangé avec des oursins. On a aussi ces incroyables ormeaux. Celui à lèvres noires, qui est une autre variété différente de celui à lèvres vertes. Tous les deux sont délicieux. La différence est davantage visuelle que dans le goût. Nous avons l'un des meilleurs bœufs au monde, de la ferme Coin de Tom et Joe. Cette incroyable gamme d'ingrédients est vraiment typique de l'île Flinders. C'est là toute la philosophie de Matt. Cuisiner la proximité au bon moment pour trouver le goût du lieu. Tu as un lien particulier avec cette île? L'île Flinders, c'est le véritable goût de l'Australie. Une région vraiment unique qui mériterait d'être davantage mise en valeur. Il y a ici des gens extraordinaires qui produisent des ingrédients extraordinaires que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les gens sont adorables, l'endroit est sublime. C'est très important pour moi. C'est un endroit très spécial dans mon cœur et cela me vient de mes nombreuses visites. À chaque fois que je reviens, je découvre quelque chose de nouveau, de différent. Chaque saison apporte des ingrédients différents que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un endroit vraiment unique. De mon côté, pour les remercier de cet accueil mémorable, je leur prépare une pavlova, un dessert né dans ce coin du monde, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, créé en hommage à la danseuse russe Anna Pavlova, venue danser en Océanie dans les années 1920. Et pour la meringue, je récupère le blanc d'œuf d'émeu acheté au marché de Melbourne. Waouh! Incroyable! Incroyable! Punaise! Tu aimes la pavlova? Oui, la pavlova, c'est vraiment un dessert de Noël. C'est probablement la seule fois de l'année où j'en mange. C'est une tradition. Ici, à Noël, il fait très chaud et nous avons beaucoup de beaux fruits tropicaux. Nous accompagnons donc la pavlova avec des mangues, des fruits de la passion, des kiwis. Les premiers convives arrivent. Tous viennent célébrer ce qui compte le plus ici et que j'ai réellement ressenti sur cette île du bout du monde. Le plaisir d'être ensemble. Enchanté. Qu'est-ce que vous cuisinez? Pavlova! Pavlova? Pavlova! Spécialement pour vous. J'adore ça. Tu goûté la crème? J'aime ça. Merci! Merci beaucoup! Tom s'attaque aux ormeaux, avec une technique bien australienne. Je fais ça pour les attendrir. Quoi ça? Allez, ça y est franco, hein? Un pour la chance. Alors moi je fais ça, mais
plus délicat. You know, Tu massage. sais, des massages, vraiment délicats. Vraiment delicate in French. Ouais, mais c'est pour ça que vous avez autant de succès auprès des femmes. Tiens, regarde. Je te prépare un ormeau poché dans du vin blanc. J'utilise aussi un petit peu d'ail, un peu de beurre, du sel et du poivre. Et je vais le pocher à feu très vif pendant environ 10 minutes. Ensuite, tu le récupères et tu pourras même le découper avec un simple couteau à beurre. C'est extrêmement tendre. Je connaissais pas cette technique. Très très bon, Tom. Très bon. Tu aimes? Avec un peu de sauce sur le dessus, comme ça, Oui, bien sûr. Avec un peu de sauce, c'est parfait. et un peu d'huile de coude. Bien sûr. Mais bien sûr. Autour de la table, l'île se raconte. Ormeaux à la taille démesurée, bœuf à la chair délicate et naturellement assaisonné, Saint-Jacques parfumé. Cheers. Merci pour cette expérience. C'était vraiment super. Très très bon moment, vraiment. Et puis cuisiner avec toi, si c'était top. Merci. Hein. Bon, merci. C'était super. Bon produit. Ouais. Et pour finir ce magnifique repas, la douceur d'une pavlova née sous ces latitudes. J'espère que ça va vous plaire. Really? Oh my God. Après Flinders, je ressens le besoin d'aller plus loin. Pas en termes de kilomètres, mais plus loin dans l'histoire. Je ne pouvais pas quitter l'Australie sans avoir écouté ceux qui en gardent la mémoire depuis la nuit des temps. Le peuple aborigène. Je laisse les embruns salés et les pâturages de Flinders Island pour rejoindre une terre volcanique façonnée par les hommes il y a plus de 6000 ans, bien avant l'arrivée des premiers colons. Pour l'atteindre, je dois de nouveau faire escale à Melbourne. Juste le temps de récupérer un véhicule parfaitement adapté pour explorer les grands espaces australiens. Bonjour. Comment allez-vous? Enchanté, Philippe. Voici votre véhicule. Wow. Donc, Regardez, il y a un réfrigérateur de l'autre côté. D'accord. Vous avez donc de la place pour toutes vos provisions, tout votre matériel de cuisine. Ah oui, et très important, en Australie, nous conduisons à gauche. Ok, c'est tout le contraire, mais je vais m'adapter. Allez, ça va. Parfait. Allez, merci Andrew. Pour rejoindre la dernière étape de mon voyage, je m'engage sur l'une des plus belles routes au monde, la Great Ocean Road. Elle serpente le long de la côte, entre Melbourne et Adélaïde, et s'étend sur près de 250 km au bord du Pacifique. Et bon anniversaire, ma chérie. Domi, t'as vu d'où je te souhaite l'anniversaire? Ben, on est sur la côte, là, côte australienne. Il y a des surfeurs et tout. Allez, bisous, ma chérie. Et bon anniversaire. Et voilà. Voilà. Au bout du ruban d'asphalte, m'attend Boujbin, le pays Gunditjmara. Ce soir, je m'immerge seul sur ces terres sacrées, au pied d'un volcan endormi. C'est vraiment cool, hein. Dominique aurait adoré. Je vais me faire griller mes côtelettes, petites côtelettes d'agneau, tout simplement. Du sel, du poivre. Simple, efficace. Le mec va manger 8 côtes d'agneau tout seul. Je vais pas manger à midi. J'ai me les bouffer les 8 côtes, hein, sans problème. Hein. On va pas faire long feu. Hein. Cuisson hein, parfaite, là. C'est la maîtrise du feu. Regarde la préhistoire. C'est ça, la cuisine. Rosé, surtout, attention à la cuisson. Je peux pas attendre. La cuisson parfaite. Hein. Voilà.
J'ai sauvé les côtes d'agneau, hein. Aïe, aïe, aïe. Et ça pique. Aïe. Ah, ça pique, là. Ces saloperies, là. C'est ça, la cuisine. Butch-Bim. Une légende locale raconte qu'il y a bien longtemps, 4 géants se sont aventurés en Australie. L'un d'eux s'est accroupi ici et aurait craché de la lave qui a alors modelé la plaine. Je vais découvrir une grotte. Putain. Ce récit rejoint la mémoire du lieu. Il y a environ 37 000 ans, une éruption a déversé des rivières de basalte et dessiné ce paysage de pierre noire. Il est le territoire des Gunditjmara, Mara, un peuple aborigène connu pour avoir développé le plus ancien système d'aquaculture au monde. Je viens rencontrer Aaron Morgan, l'un des gardiens du lieu. Mais avant de fouler cette terre, je dois être purifié pour garantir l'harmonie entre la communauté, la nature et moi. Tu dois d'abord laisser la fumée pénétrer dans ton corps, puis te frotter, le dos aussi. Pourquoi? C'est une façon de faire savoir à nos ancêtres que tu viens nous visiter et que tu es le bienvenu. C'est une cérémonie pour souhaiter la bienvenue. Oui. Sois le bienvenu chez nous. Lorsque les premiers explorateurs hollandais débarquent au XVIIe sur les côtes australiennes, c'est l'évidence. Le pays n'a aucun intérêt. Il n'y a pas d'or et n'est peuplé que de sauvages barbares. L'histoire révèle pourtant aujourd'hui que les aborigènes furent très tôt de réels précurseurs dans de nombreux domaines. Voici le lac Kanda. Cette région est le foyer de mon peuple depuis des milliers d'années. Nous avons toujours collecté, récolté et stocké de grandes quantités de kuyang, qu'on appelle aussi anguilles, à nageoires courtes, pour nous nourrir et en vivre. Par le passé, mes ancêtres étaient aussi capables de les conserver longtemps, en prévision des mois les plus froids. C'est au contact des Européens que la civilisation aborigène se désagrège. Au XIXe siècle, la colonisation avance avec violence et brise l'harmonie de tout le peuple aborigène. La transmission perdure néanmoins par endroits, comme ici, à Butch-Bim, avec l'anguille comme animal totem. La période à laquelle ces pièges ont été utilisés pour la première fois remonte à environ 6000 ans. C'est donc bien avant les pyramides, qui elles datent d'environ 2000 ans. Et Stonehenge en Angleterre, c'est environ 4000 ans. Nous sommes donc le plus ancien système agricole encore en activité dans le monde. En gagnant les canaux, j'imagine des femmes et des hommes taillant la lave 6000 ans plus tôt, déplaçant des blocs à main nue pour guider l'eau. Ils ont bâti un réseau capable de capturer les anguilles pour nourrir les familles, constituer des réserves, faire du troc avec les nations voisines. Regarde, il s'agit d'une coulée de lave. Il y a 37 000 ans, le volcan est entré en éruption pour la dernière fois. Face à ces pierres, je suis fasciné par l'intelligence de ce système. Bien des millénaires plus tard, l'eau suit encore leur tracé pour perpétuer la culture de ceux qui l'ont pensé. Le système fonctionne lorsque le niveau du lac remonte, rempli par les pluies. L'eau pénètre par ce canal ici, puis va remplir cette zone là-bas, située un peu plus loin. Et quand les anguilles passent par ici, elles sont capturées par des paniers placés le long du canal. Ce système existe autour de la coulée de lave, tout autour du lac. Ainsi, toutes les communautés pouvaient attraper des anguilles. C'est tout un ensemble. D'accord. Mes ancêtres ont donc conçu ce système spécialement pour capturer, stocker et récolter les anguilles à travers les saisons, et ce, il y a des milliers d'années.
Comment ils ont pu imaginer ça, hein? Ça n'a pas changé depuis 6000 ans. C'est incroyable, incroyable. L'anguille naît au large, revient petite dans les rivières, grandit des années, puis repart vers l'océan pour se reproduire. Mais aujourd'hui, elle se fait plus rare. Aaron et moi sommes chargés aujourd'hui de relever les pièges installés pour capturer les poissons invasifs introduits par les premiers colons européens. En les retirant des rivières, les rangers veulent redonner de la place aux anguilles et à la culture qui s'est construite autour d'elles. T'en as une? Ouais, on a fait une bonne prise. Ah ouais? Good catch. Oh, ok. Là, c'est bon signe, il n'y a que des poissons natifs. C'est bien qu'il n'y ait pas d'espèces de poissons envahissantes dans cette prise. Cela montre que les espèces locales sont toujours vivaces et en bon nombre dans le lac. Donc c'est un bon signe. Nous voulons vraiment préserver les anguilles pour les générations futures. Ouais. Bravo pour ce que tu fais. C'est super. La culture Gunditjmara se transmet bien au-delà des canaux, sous différentes formes. L'anguille, elle est partout, hein. C'est forcément quelque chose qui vous inspire. C'est le totem du peuple Gunditjmara au sein de notre nation. Nous utilisons son image pour nous protéger ou pour être guidés par cet animal. C'est très important pour vous de continuer à raconter votre histoire à travers toutes les générations. Il y a 4 générations, notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui n'était qu'un bébé, a été le seul survivant d'un massacre à la mission de Lake Condah. Donc, tout ce qui existait là-bas a été perdu. Puis la culture et la langue aborigène furent interdites. L'objectif était d'éradiquer les peuples natifs et leur culture. Les Européens écrivaient et se transmettaient ainsi leur histoire. Nous dansions, nous peignions, nous chantions, nous racontions aussi nos histoires, mais uniquement à l'oral. Rien n'était matérialisé, à part des peintures ou des sculptures. Nous avons néanmoins réussi à rester connectés à notre culture passée. Et c'est important que nous continuions à le faire. Si on ne le fait pas, on perdra notre culture à jamais. Voici un bâton messager qui te permettra de traverser notre pays en toute sécurité. Et nous espérons que ton voyage se passera bien. Merci encore d'être venu. Merci, c'est à toi. Il y a mon nom? My name, Chef Philippe Etchebest. Alors je sais exactement où je vais mettre cet objet dans mon restaurant. Et c'est très important pour moi, justement, de ramener quelque chose de mes voyages comme souvenir et de pouvoir expliquer ce que j'ai vécu aussi. Mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Ça me fait très plaisir. Vraiment. Hein. Ah, c'est super. Hein. De retour au lac, Aaron et moi cuisinons l'anguille, chacun à notre manière. Un même animal, 2 techniques. La sienne, Gunditjmara, brute et authentique, transmise depuis des millénaires. Et la mienne, bien française. Tu es prêt, Aaron? Êtes-vous prêt? Bientôt. 5 minutes? Ouais, 2. Ok, ça va. Pas de problème. Oh, l'arc-en-ciel. Want to smell? Smell. Sentez-le. Non? Smell good. Ouais, ça sent bon. Oh, ça sent vraiment bon. La chose la plus importante dans ce plat, c'est la sauce. C'est ce qui fait le plat. Ça s'appelle la matelote d'anguille. C'est un plat assez classique de la cuisine française. C'est l'anguille qui est cuite dans une sauce à base de vin rouge. Oh. Bon, elles sont cuites directement sur le feu, sur les braises. J'aime bien l'odeur du brûlé un peu, là, comme ça, du feu. Très primitif comme approche culinaire, mais c'est super intéressant, je trouve. J'aime bien, moi, j'adore. Je trouve ça super. C'est un moyen de vous remercier de m'avoir accueilli ici, de m'avoir fait découvrir toutes ces choses. Voilà. Pour moi, c'est hyper important, c'est un honneur. Et c'est ma façon de vous dire merci. Ah, merci à toi. C'est vraiment bon. It's good? You like? Yeah.
Je sais que tu n'aimes pas les anguilles normalement. Hein? Tu n'aimes pas les anguilles. S'il te plaît, juste, je voudrais que tu essayes. Ouais, je n'aime même pas celle que je cuisine. Can I make the perfect? Puis-je faire la cuillère parfaite? Please. Ouais, c'est l'homme de la situation. Ouais, c'est pour ça que t'es chef. Ce voyage m'a appris bien plus que je ne l'imaginais. Madame, j'ai rassemblé des bêtes dans l'Outback, goûté un symbole de France au bout du monde, puisé des ormeaux en mer de Tasmanie, traversé des canaux volcaniques millénaires. J'ai découvert un pays immense, brut, traversé par des attaches profondes. De tout cela, reste une Australie brute et puissante, travaillée par l'histoire, l'espace et les saisons. Je rentre avec cet équilibre en bouche et déjà l'envie d'y revenir.